Dans cet épisode de Kamel sans filtre, je reçois Laurent Pullings, Chief Information Officer de la Bourse de Luxembourg. Un échange sans filtre sur son parcours, son rôle stratégique au sein d'une institution emblématique, mais aussi sur sa vision du leadership, la responsabilité sociale et sociétale que nous portons tous à notre échelle. Un regard lucide et inspirant sur le monde de demain. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Where sustainability and social welfare are at the core of our concerns, where technological lead. Bonjour Laurent, Bonjour Kamel. comment ça va? Bah écoute, c'est sans filtre, Oui, Joker. comment ça? Tu l'utilises déjà? Bah comme ça, c'est sans filtre. Ok, donc ça veut dire que tu fais bien attention à ce que tu es en train de faire là. Mais tu sauras pas comment je vais. Ok, on verra bien. Ok, bah écoute, merci de venir aujourd'hui. Je suis ravi de t'avoir. Beaucoup de gens te connaissent ici dans l'écosystème tech, un peu moins peut-être dans les autres écosystèmes. Qu'est-ce que tu pourrais expliquer comment tu décrirais ton métier à quelqu'un qui n'y connaît rien? Bon bah alors, je suis CIO de la Bourse de Luxembourg et membre du comité exécutif. La Bourse de Luxembourg, tout le monde voit c'est quoi une bourse. La Bourse de Luxembourg regroupe 180 personnes, dont 40-45 consultants, et le reste, ce sont des internes. 80 personnes travaillent dans les équipes informatiques. Donc mon job, c'est de les animer, de les aider à accomplir la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire rendre des systèmes plus performants, qui répondent aux besoins métiers, sécurisés, et qui fonctionnent en temps normal. 80 personnes? Oui. Sur combien 180, je l'avais dit, donc c'est toi qui n'as pas écouté. Ah ok, j'ai pas écouté, donc ça fait combien? Plus de... C'est qu'il y a 40% en fait des effectifs de la bourse qui sont... La bourse est une boîte très technologique. Oui, donc un pourcentage ratio homme-femme, tu sais un petit peu dans ton équipe tech ou pas? Alors oui, pas assez. Donc aujourd'hui, on doit être à 15% de femmes et 85% d'hommes. Mais c'est quelque chose qui augmente beaucoup en fait sur les 2 dernières années. Donc on fait des efforts pour arriver à avoir une diversité représentée au niveau des équipes, de toutes les équipes, même les équipes tech. À quoi sert une bourse en fait, la bourse de Luxembourg notamment? Alors, les bourses, en fait, sont des places d'échange, sont des places de rencontre. Je dis toujours, c'est un peu le Tinder entre les investisseurs et les émetteurs, les acheteurs et les vendeurs, en fait, hein. Qui permet au système financier de fonctionner par le financement des sociétés, que ce soit au travers des émissions d'actions, des obligations. La Bourse de Luxembourg est spécialisée dans les obligations. Il faut savoir que presque un tiers des obligations internationales qui sont émises dans le monde entier sont listées à Luxembourg, en fait. Tout petit pays, mais un tiers des obligations sont listées là. On pilote un tiers de la dette mondiale internationale à partir de Luxembourg. Ça, c'est ce que tu fais maintenant. Si je devais revenir en arrière, quel a été ton premier job? Alors, mon premier job après mes études, donc je suis ingénieur industriel en électromécanique, mais mon premier job après mes études, c'était opérateur informatique. Donc, j'ai commencé dans le support informatique pour une grosse société, Procter & Gamble, basée à Bruxelles. Enfin, moi, j'étais basé à Bruxelles à ce moment-là, et je suis resté là pendant 3 ans. Et avant, tu as fait des jobs étudiants? J'ai fait énormément de jobs étudiants. Le premier? Alors je serais incapable de te dire qui était le premier, mais j'ai fait de la plonge, j'ai travaillé dans de l'admin pour des bureaux, j'ai travaillé dans des sociétés de gardiennage en tant qu'agent de sécurité. Ah oui, tu es agent de sécurité, tu avais déjà un peu cette corpulence Alors, grand, costaud. Alors d'après ma balance, j'étais moins musclé à l'époque. Ok. Tu te souviens de ton premier salaire? Oui, très très bien. Mon premier salaire en tant qu'employé. Oui, en tant qu'employé. En tant qu'employé, mon premier salaire, c'était 80 000 francs belges. Ça représente quoi aujourd'hui? Ce qui représente... déjà, c'est en Belgique, donc c'était comme les LUF, hein, à l'époque, les francs belges. Et ça faisait plus ou moins l'équivalent de 1100 € net. Ok, c'est pas énorme pour l'époque. C'était en 1998, 1998. Ah, ouais. L'année où la France a gagné la Coupe du Monde.
Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est une équipe de foot. Quelque chose que tu ne sais pas trop. Non, je m'y connais que tu ne connais pas trop. Qu'est-ce que tu as fait de ton premier salaire? Alors, mon premier salaire, j'ai fait 2 choses. C'est que je me suis acheté une bagnole assez pourrie à l'époque, parce qu'avec 1100 €, on ne savait pas acheter des grosses voitures. Donc, une voiture assez pourrie, d'ailleurs, que j'ai dû revendre 3 mois après parce que les freins fonctionnaient 1 fois sur 3, ce qui était assez embêtant. Tu l'as revendu plus cher ou moins cher? Je l'ai revendu à ce moment-là, j'ai pu avoir un financement, donc ce qui veut dire que le garage me l'a acheté plus cher puisque je l'avais vraiment acheté pas cher. Donc, j'ai remboursé des dettes parce que les études coûtaient de l'argent et donc j'avais des dettes à rembourser au début de ma vie professionnelle. Donc tu n'avais pas des parents qui étaient là, qui t'aidaient pour payer tes études? Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu. On était 3 à la maison et voilà. Oui, il fallait pouvoir financer les études de tout le monde. Tu étais à Bruxelles? Ouais. Donc tu es originaire d'où à la base? Je suis né à Bruxelles. J'ai grandi à Bruxelles et puis un peu dans le Brabant wallon et je suis retourné faire mes études à Bruxelles. Ok. Si on regarde ton quotidien aujourd'hui, quelle est la chose qui te passionne le plus dans ce que tu fais? La chose qui me passionne vraiment, c'est... En fait, il y a 2 choses qui me passionnent vraiment. La chose la plus importante, c'est d'avoir un impact sur ce qui se passe, en fait. Donc, évidemment, dans mon rôle de CIO, c'est avoir un impact sur l'évolution de la plateforme tech de la Bourse de Luxembourg, bien entendu. Mais c'est aussi de travailler dans une institution qui a un impact, en fait, sur ce qui se passe, parce que le positionnement de la Bourse de Luxembourg fait aussi que on est dans le leading position en tout ce qui est finance durable. On pousse ces concepts-là, on arrive à réorienter des flux de capitaux assez importants vers la finance durable, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'importe. Donc, avoir un impact, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Après, animer des équipes, je crois que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, quand la force du collectif est beaucoup plus importante que la force des individus. Un peu le contraire de l'équipe de foot France, par exemple. Tu parles d'impact. Alors, moi qui te connais un peu, quand tu as été CIO of the Year, The CIO chez nous, le mot impact, je pense que c'est résonné assez fort chez toi, parce que tu as voulu faire un impact, tu dis je vais faire des choses qui comptent. Est-ce que c'est quelque chose qui te drive tout le temps? Quand tu fais quelque chose, tu le fais nécessairement parce que tu veux qu'il y ait un impact, ou tu te dis pas forcément, c'est sur certaines missions précises, ou c'est quelque chose qui te drive au quotidien d'avoir un impact? Je crois qu'on doit... Mais après, on se crée aussi, en fait, les raisons d'agir. Mais je crois qu'effectivement, avoir un objectif ou des objectifs, en fait, et driver, en fait, nos actions afin de les délivrer, je pense que c'est quelque chose qui effectivement, est un moteur fort pour moi. Si tu devais écrire en 3 mots, mais des mots qui révèlent vraiment ce que tu es au fond de toi, ce serait quoi? J'ai plus de joker? Non. Mais alors, ça, on va dire d'un côté professionnel, d'abord. Ah, côté professionnel. Alors, professionnel, je pense que je suis un leader. Donc, j'aime, en fait, construire une vision avec les gens et les y emmener, en fait. Parce que pour moi, c'est ça le rôle du leader. C'est emmener l'organisation, en fait, à se dépasser elle-même. Je pense que je suis un décideur, donc je suis reconnu pour trancher, et je suis quelqu'un d'intuitif. Donc j'ai pas besoin toujours de centaines de pages pour me démontrer que quelque chose est bon ou pas bon. Ok, alors l'intuition c'est bien, mais est-ce que des fois tu as l'impression que ça s'est retourné contre toi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'être trompé par manque d'intuition? Bien sûr, en fait, je crois que je peux imaginer que tous ceux qui sont ici se sont déjà trompés, donc sauf ceux qui font rien. Donc moi, je crois que on est payé dans le monde professionnel. En fait, on est payé pour faire bouger les choses. Et pour faire bouger les choses, il faut prendre des décisions. Et évidemment, quand tu prends des décisions, que ce soit intuitif ou que ce soit informé, tu vas te planter à un moment donné. La question, c'est qu'est-ce que tu fais de cet échec, en fait? Est-ce que cet échec te détruit? Est-ce que cet échec te rend plus fort? Et bien justement, est-ce que tu as eu des échecs? Et si tu devais m'en citer un ou deux, quel serait le plus grand raté professionnel que tu as eu? Alors, je vais te le dire
c'est pas dans le domaine que tu crois. J'ai géré et j'ai dû mener évidemment énormément de projets dans ma vie. Et si je me souviens bien, il y a 2 projets où on a vraiment dû faire un write-off. Donc, dire, ok, on s'est planté en fait, on arrête tout, on perd ce qu'on a investi. J'ai plein de projets où j'ai dépassé les target lines, où j'ai dépassé les budgets, etc. Bien entendu, je veux dire, si on faisait tout on time, on budget, ça se saurait. Mais pour moi, elles ne sont pas des échecs. Parce que ce qui était important, c'est de faire bouger les lignes, en fait, de faire comprendre quelle est la direction dans laquelle il veut aller. La digitalisation, au début, c'était compliqué. Et c'était pas toujours avec le métier. C'était parfois compliqué de le faire avec le métier. Donc, moi, je ne pense pas que dans la gestion de projet, j'ai eu des échecs. Par contre, les échecs, en tout cas les plus grandes sources de déception pour moi, c'est dans des relations humaines. C'est réellement, en fait, le fait de parfois avoir travaillé en toute confiance avec des gens qui ne le méritaient pas. Et ça m'est arrivé 3 ou 4 fois dans ma carrière, et quand je dis 3 ou 4, c'est vraiment 3 ou 4, de vraiment avoir un regret, parce qu'il y a des gens, que tu collabores parce qu'il faut collaborer, il y a des gens à qui il naît une certaine relation de complicité, etc. Et c'est ces gens-là, en fait, quand ils se retournent, qui te font mal. Il y avait une question qui aurait dû venir plus tard, mais justement, en parlant de ça, tu as peut-être des personnes tu n'as plus envie, justement, de collaborer avec eux, ces personnes-là, où tu te dis, tiens, c'est pas grave, je veux bien collaborer avec eux, ou est-ce qu'il y a des gens avec qui tu dis, plus jamais je travaillerai avec eux? Ah ouais, il y a des gens avec qui plus jamais je travaillerai avec eux, ça c'est certain. Voilà, on n'est pas là pour citer des noms, mais il y a des gens qui sont faux, fourbes, qui construisent sur ta confiance et qui après la détruisent. Moi je préfère quelqu'un qui est honnête. Je ne suis pas là pour être aimé en fait, mais je suis là pour avoir des relations franches et honnêtes avec les gens. Si tout le monde fonctionnait comme ça, je pense que le monde serait quand même beaucoup plus simple, de manière honnête et transparente. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire « je ne suis pas à la hauteur » ? Professionnellement ? Oui. Ouais. Alors, parce que personnellement, on pourra en discuter, parce que quand tu élèves des enfants, parfois tu te dis « waouh ». Mais professionnellement, non, ça m'est jamais arrivé de me dire « je ne suis pas à la hauteur ». Je pense que c'est un mindset, en fait. Tu ne dois pas accepter une mission si tu penses que c'est hors de ta possibilité. L'intuition m'aide à faire les bons choix, je pense, en tout cas jusqu'ici. Mais après, il faut oser et il faut se mettre dans sa tête à la hauteur de la mission qu'on a, en fait. Moi, je me rappelle très très bien, en fait, alors, une anecdote, je vais citer une personne, Éric Mansuy. Éric Mansuy était mon N+3, N+4, je ne me rappelle plus, quand j'étais à la Bille. Et puis, quand RBC Dexia a été créé, il est devenu CIO d'RBC Dexia, donc il est parti là-dessus. Et moi, je me suis retrouvé account manager d'RBC Dexia. Et en fait, dans ma tête, je me rappelle très bien, en fait, mon premier account meeting avec Éric, j'ai fait le choix de le tutoyer. Et c'était pour moi, dans ma tête, le fait de me mettre à sa hauteur, en fait, de dire, voilà, maintenant je suis ton account manager, t'es plus mon N+4, et j'ai tout autant de respect par rapport à toi, mais je veux te montrer que je suis à la hauteur de ce que tu attends de moi aussi, de ce que, en tant qu'account manager, tu vas pouvoir me demander. Et je crois que c'est dans la tête. Alors, je ne vais pas te dire que j'étais fier, en fait, au moment du début de la réunion, mais depuis, j'ai construit une super relation avec lui. Et c'est grâce à ce moment-là où tu oses, en fait, te dire, je peux le faire, il faut que lui comprenne que je peux le faire, en fait. C'est vous, ces équipes, vous voyez, N-1, N-2, N-3 ? Moi, je le vous voyais en tout cas, parce que tu le voyais pas tous les jours. Hein, je veux dire, Eric, j'arrête tout le département IT de la Bille. Hein, c'était quand même. Assez... et toute la préparation d'RBC Dexia à l'époque. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur un épisode Iprocide ? On peut revenir sur tous les épisodes que tu veux. J'ai plus de Joker. Voilà, t'as plus de Joker. Moi, j'ai adoré cette boîte, le dynamisme au début qui avait lancé, etc. Tout. D'ailleurs, à l'époque, il avait une super ambition, le CEO, et toi, tu étais CFO. Mm-hmm. Je te raconte une petite histoire, mais je ne sais pas si peut-être que tu le sais. Il avait signé un gros contrat avec moi, pluriannuel. Moi, j'étais super content. Je crois que c'est un des plus gros que j'avais fait. Moi, je tirais la gueule. Et toi, tu tirais la gueule. Voilà. Je te connaissais pas trop. Hein. Et donc, il a signé la première année.
90% des choses ont été faites et ont été payées, le reste non, parce que... Et après, ça n'a plus été fait. Bon, Tu veux un c'était ta joker? faute? Parce que si tu veux un joker... Est-ce que c'était toi? Oh, j'ai une autre lecture, mais si je commence à donner ma lecture, c'est toi qui vas utiliser le joker. Donc, non, mais... En fait, je dis juste ça parce que t'étais dans un mindset avec une société qui avait des ambitions énormes. Comment t'as vécu et après, qui s'est brûlé les ailes presque, hein, je peux dire ça. Comment t'as vécu ça? Parce que pour moi, c'est un peu une histoire d'une start-up qui a voulu grandir trop vite. Moi, je vais te dire, j'ai travaillé pour 2 vrais entrepreneurs dans ma vie. Et c'est là que j'ai aussi appris que je ne serais jamais un entrepreneur, en fait. Même si j'aime entreprendre, je n'ai pas cette orientation intellectuelle, en fait, pour pouvoir le faire. Donc, je pense que je peux être un bon numéro 2, mais je ne peux pas être un numéro 1 en termes d'entreprendre, proprement dit. Donc, je vais avoir des missions qui me sont données, sur lesquelles je peux être assisté, sur lesquelles je peux être challengé. J'ai besoin de ça. Hyproseeds a été une super école pour moi. J'ai appris énormément. J'ai appris plein de choses dans le domaine financier, dans le domaine juridique, dans le domaine des ressources humaines. Je pense que je dois avoir recruté en 4 ans, pas moins de 300 ou 400 personnes, en fait, pour cette société. Et je faisais toujours la dernière interview, donc systématiquement, sauf les sales. Mais j'ai jamais voulu recruter de sales dans ma vie. Je trouve que c'est trop compliqué. Mais sinon, c'était moi qui faisais la dernière étape du recrutement. J'ai été monter des sociétés au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, enfin en Amérique centrale, partout en Europe. En fait, cette société s'est développée de manière incroyable. J'ai dû gérer les vrais problèmes en fait d'une société. C'est quoi en fait des problèmes de trésorerie? C'est quoi des problèmes de cash flow? Comment est-ce qu'on va rechercher les factures, etc. J'ai appris énormément de choses. Et j'ai appris aussi à m'opposer constructivement à quelqu'un qui n'a pas la même vision que moi. Et je pense que ce qui a permis à cette boîte de grandir, c'est cette opposition saine, en fait, entre 2 visions du monde. Le CEO de l'époque et moi-même, en fait, on passait, c'est une anecdote qu'il n'y a pas grand monde qui sait, mais on passait une journée au moins par trimestre, en fait, enfermés à 2 chez lui, avec un coach pour se réconcilier. Parce qu'on s'appréciait humainement énormément, mais professionnellement, il avait une vision, en fait, la vision des entrepreneurs. Hein, le risque n'est pas important. Il faut y aller, il faut investir, Et moi, ma vision était un peu différente. J'ai des salaires à payer à la fin du mois. Il y a des fournisseurs qui réclament. Il y a de temps en temps des huissiers qui débarquent. Donc voilà, c'était un apprentissage énorme. Alors, je suis parti, la boîte allait bien. 3 ans après, la boîte... est arrivé en bout de vie. Je pense que il y a eu des choix qui ont été faits c'est toujours facile en fait de dire mais non, les choix n'ont pas été bons parce que forcément s'ils avaient été bons on n'en serait pas là. Mais je suis entièrement convaincu que ceux qui les ont fait avec en leur âme et conscience. Et voilà, ils se sont plantés. Mais c'est aussi en fait le revers de la médaille d'être entrepreneur. Ces gens savent que ça peut arriver, en fait. Il y a aussi une histoire de clients très importants qui devaient payer un truc et qui, dans des pays un peu plus exotiques et qui n'ont pas été payés. Il y avait aussi ce problème-là. Il y croyait beaucoup. Oui, bien sûr. Si tu avais le pouvoir de travailler avec une personne dans ce monde, ce serait qui? Alors, je veux dire, j'ai la chance de travailler pour une des personnes les plus influentes de la place luxembourgeoise, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, hein. Julie Baker, pour ne pas la citer. J'ai potentiellement la chance de travailler avec une autre personne des plus influentes de Luxembourg dans le projet d'Advisory Board au niveau de DOTS, donc avec Michel Detaille, qui sont des personnes que je respecte beaucoup, voilà, moi j'ai... Je croyais que tu parlais de moi, mais... non, je peux dire... non, mais je veux dire, voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont excessivement intéressants dans ma vie professionnelle, j'ai eu de la chance... Et c'est 2 femmes, tiens. Oui, c'est pas parce que c'est des femmes. J'ai aussi eu la chance de travailler avec des hommes qui étaient vraiment, pour moi, des visionnaires. On a parlé d'Éric Mansuy, en fait, mais je peux en citer d'autres du groupe Dexia, des gens en tout cas, qui avaient un charisme que j'admirais. Je dis, les entrepreneurs, je les admire, en fait. Je trouve que ces gens ont des vraies compétences et une capacité de se mettre en jeu
qui est juste hors du commun, en fait. Et j'admire ça aussi. Donc, j'ai eu de la chance, en fait, plutôt dans ma vie. Alors, j'ai évidemment aussi travaillé avec des gens qui étaient moins source d'inspiration, et parfois, il faut faire avec. Qui Mais... parfois, il faut faire avec. Mais globalement, j'ai quand même eu tout le temps dans ma carrière des gens, en fait, avec qui je pouvais me raccrocher et qui pouvaient au moins t'inspirer dans une ou deux directions. Tu m'avais raconté un jour une anecdote avec IBM. Hmm. À l'époque, je sais plus c'était quoi. C'était dans une... Ah bah, alors... Il y en avait tellement. Ouais. Non, mais est-ce qu'il y a eu un jour où il y a un projet qui s'est planté, où tu as dû, rafistoler des choses ou pas? Certainement, oui, bien sûr. Dans les projets, il y a toujours des moments critiques et des moments où il n'y a plus personne qui y croit. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le leader, en fait, rentre en jeu et que notre rôle, en fait, est de rentrer en jeu. Et pas en donnant des coups de fouet, en fait, mais en retroussant ses manches et en montrant qu'on est là pour aider à trouver des solutions. Alors, je ne sais pas de quel projet je t'ai parlé. Ça ne me revient pas en tête un projet chez IBM, parce que chez IBM, je m'occupais plutôt de la partie sales. Bancaire, d'une banque, non? Je m'occupais plutôt de la partie sales, donc je ne délivrais pas de projet. Justement, donc, partie sales. Ouais. Tu n'es pas trop engagé des sales, mais Oui. tu as été sales toi-même. J'étais directeur commercial d'IBM Luxembourg pendant 5 mois et demi. Ok. Donc, Et t'es vite parti? alors oui, je suis parti en fait parce que je me suis rendu compte à cette époque-là que des boîtes de la taille d'IBM et surtout avec le mode de fonctionnement d'IBM qui sont très process-oriented sont des boîtes qui me conviennent moins en fait. Moi, je pense que l'humain fait la différence et que il faut donner la chance aux gens et aux personnes de se battre pour leurs idées et de faire en sorte que ça passe. Quand tu es dans une boîte où c'est un process qui décide tout et puis en fait, t'as des workflows avec 140 validations et puis in fine, t'as n'importe qui connaît rien de ton business qui peut te bloquer, c'était un peu frustrant. Ça a des côtés positifs, certainement, en termes de qualité, en termes de commitment des différentes équipes. Mais pour moi, ça ne me correspondait pas. Et voilà, je voulais encore avoir la chance de pouvoir partir avant d'être directeur commercial pour le reste de ma vie, quoi. Et on parle des différents partenaires de l'écosystème. Comment, toi, tu fais pour maintenir des relations solides avec eux au quotidien? Quelle est ta vision de ça au niveau des partenaires? Alors moi, je crois que malheureusement, ce mot partenariat, en fait, est un peu galvaudé, en fait, aujourd'hui. Donc, tout le monde se prétend partenaire. On veut être partenaire de la bourse, on veut être partenaire de l'organisation. Ça devient un peu la phrase d'accroche, en fait, des commerciaux, en fait. Pour moi, un partenariat, il se base sur quelques éléments qui sont fondamentaux. C'est une franchise. De toute façon, c'est comme les relations, en fait. C'est une franchise, c'est une honnêteté, c'est du respect, et c'est la possibilité d'avoir les contacts au bon niveau quand tu as besoin des contacts au bon niveau. Et ça, c'est vraiment clé, en fait. J'ai déjà eu, je ne vais pas citer de nom parce que je veux me fâcher avec personne, mais il y a des sociétés qui ont 4, 5, en fait, consultants qui travaillent à la Bourse de Luxembourg, et puis qui viennent chez moi, en fait, et qui n'ont aucune vision, en fait, ou aucune franchise pour aborder les problèmes, alors qu'ils connaissent peut-être mieux les problèmes que moi, mais ils vont pas me le dire parce que voilà, je suis commercial, je suis pas là pour dire ce qui va pas. Alors, ce que Mais c'est pas un t'attends d'eux, c'est qu'ils partenariat, en viennent te fait. dire Mais bien sûr, en j'ai eu fait, tel problème ou telle personne. non, mais même, il y a tel problème dans ton organisation, il y a ça qui fonctionne pas bien, il y a ça où on pourrait vraiment t'aider, pas pour te vendre quelque chose. À la fin, forcément, il y aurait de la vente. Mais parce que, globalement, là, je sais que je peux t'aider en faisant ça, mais non tout de suite. Et c'est pas Parce pour que j'ai protéger- compris. Est-ce que c'est pas des fois pour protéger un N-1? Oui, ben c'est ça, Ouais. mais c'est ça. Donc il y a plein de bonnes raisons, en fait, Oui. ou de mauvaises raisons, mais à la fin, c'est pas un partenariat, du coup. Y a-t-il justement pas forcément que ça, mais un fournisseur ou un partenaire à qui tu t'es dit, je vais plus jamais de ma vie, je bosserai? Que ça. Alors, j'aime pas le plus jamais de ma vie, mais Ouais. par contre, j'en mets sous embargo régulièrement pendant 2 ans. Pourquoi j'aime pas le plus jamais de ma vie? Parce que les boîtes à Luxembourg se réinventent à une vitesse incroyable, en fait, hein. Donc, les commerciaux bougent, le management bouge, etc. Donc, à un moment donné, il faut jamais blacklister quelque chose pour toujours. Ce que je supporte pas, c'est 2 choses. Les boîtes qui se cachent derrière un contrat.
On travaille pas, en fait. On fait des contrats parce qu'on est obligé de faire des contrats, mais je dis le jour où, en fait, on sort le contrat, c'est qu'on n'est plus en relation, en fait. Et il y a des boîtes, malheureusement, qui n'ont aucun respect pour leur personnel. Et ça, je trouve, c'est totalement inacceptable dans le monde dans lequel on vit, dans le milieu dans lequel on vit à Luxembourg. Ne pas avoir de respect pour son personnel, c'est inacceptable. Si tu pouvais filer une tâche pénible à un de tes collaborateurs, ce serait quoi ? Une des tâches quotidiennes. Alors, je pense que je suis un peu comme tous les CIO. Hein. Je crois qu'il n'y a aucun CIO qui va te dire qu'il est un grand fan de l'administration. Les trucs qui m'horripilent le plus sont liés à ça. La validation des congés, la validation des notes de frais, la validation des expense reports ou des factures des fournisseurs. Voilà, ça doit être fait. On est d'accord, ça doit être fait. Il faut un certain niveau de responsabilité pour le faire. D'accord. Est-ce que c'est passionnant et est-ce que c'est la meilleure utilisation de mon temps ? J'ai des doutes. Si tu avais le choix d'avoir comme mentor parmi les pires tyrans de la tech, ce serait qui ? Qu'est-ce qui s'appelle tyran ? Tyran, quelqu'un qui... des tyrans, quand je dis tyrans, c'est des grandes personnalités mondiales de la tech qui sont connues pour être très très dures. Qui virent des personnes énormément, qui ont une réputation un peu sulfureuse. Ouais, je n'irai jamais chercher un mentor chez un tyran. Je vois pas. Ça part contre moi, mais je pense, et même si avec la différence que je peux faire entre ce qu'est la personne et ce qu'elle a fait et ce qu'elle a mis sur place, la personne vivante qui aujourd'hui, je pense, j'aurais le plus de choses à apprendre, c'est probablement Elon Musk. Voilà. Mais on est en train de parler réellement de l'ingéniosité, de la mise en place de nouvelles technologies, de la mise en place de nouveaux business models. On peut dire ce qu'on veut, on peut aimer ou ne pas aimer la personne, et je fais plutôt partie de ceux qui ne l'aiment pas. Il a quand même fait des choses incroyables. Tesla, c'est une aventure incroyable, en fait. Il a révolutionné, c'est depuis Ford, en fait, c'est la révolution de l'industrie automobile, quoi. Si demain, tout devait s'écrouler dans ton entreprise, ou plutôt dans ce que tu fais dans la tech, qu'est-ce que tu ferais ? Si tu ne ferais pas de tech, que ferais-tu ? Alors, chose qu'il n'y a pas grand monde qui sait, en fait, je fais déjà, parce que je suis très attiré par l'écologie, je suis très attiré par les écosystèmes, et donc j'ai chez moi un énorme jardin où je développe, en fait, où j'essaie de développer des écosystèmes plus ou moins autonomes. Alors, c'est jamais tout à fait autonome, mais plus ou moins autonome. J'adore le jardinage. J'ai des abeilles, donc j'extrais le miel. Non, je ne fais pas de miel, parce qu'il n'y a que les abeilles qui font du miel. Non, mais j'extrais du miel. Du miel, oui, bien sûr. Et t'en produis beaucoup Oh, ça dépend les années. Il y a des années où j'ai produit 150 kilos de miel. Et du miel aphrodisiaque, ça te parle ? Oui, mais toute ressemblance avec quelqu'un existant ou ayant existé serait purement fortuite. Ouais. Ok, quel est le plus gros mensonge que t'aies pu dire dans ta vie ? Tu ne mens jamais, c'est ça que tu vas me dire ? Dans ma vie professionnelle ? Dans ta vie, en général même. Kamel, je t'aime. C'est ça ce mensonge. Okay. Tu me l'as jamais dit. Kamel, je t'aime. Non, je suis fondamentalement pas un menteur. Voilà. Je pense que c'est important, je l'ai dit plusieurs fois, l'honnêteté, la franchise sont les bases d'une relation. Là, évidemment, à notre niveau de responsabilité, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et du coup, parfois, on est obligé de mentir un peu pour ne pas dire les choses qu'on ne peut pas dire. Mais voilà. Je ne pense pas avoir déjà dit des gros mensonges. Il y a par contre des mensonges, moi, qu'on m'a fait, en fait, et qui m'ont vraiment frappé. Je me rappelle, voilà, une fois, la personne qui était en charge de négocier mon contrat pour une boîte où je suis arrivé, m'a menti, en fait, sur mon package d'embauche. C'est quand même assez particulier, en fait, quand on se rend compte
au bout d'un mois dans la société, qu'en fait, finalement, c'est pas exactement... Ouais, tout est caché dans les petits caractères, tu vois, mais voilà, je trouve, voilà, l'honnêteté, la franchise et la transparence, je pense que c'est les bases d'une relation saine. Tu t'es pointé au bout d'un mois, tu as remarqué que ton salaire, c'était pas... J'ai remarqué que, tu vois, donc j'avais, ouais, je te peux te donner des exemples, voilà, j'ai des chèques repas, c'est quoi ton package aujourd'hui, j'ai ça, c'est comme on dit, négocier un truc. Et puis, oui, mais il te donne la voiture TTC alors que toi, tu avais donné hors TVA. Il te dit, oui, on a le chèque repas aussi, mais c'est le chèque repas à 7 alors que toi, tu en avais à 12. Et voilà, et puis après, quand tu fais la somme, en fait, de tous ces mensonges-là, bah, enfin, pas ces mensonges, ces petites arnaques, en fait, t'es quand même à des différences qui sont significatives. Et tu te dis, mais en fait, c'est quoi qu'est-ce que je fais dans une boîte pareille, en fait Qu'est-ce qui te drive dans la vie? Bon, tu as parlé d'impact, mais est-ce qu'il y a une citation ou quelque chose, un motto qui te dit, tiens, ça, c'est quelque chose que j'applique au quotidien? Il y en a beaucoup, en fait, que je peux citer. Un qui est vraiment important, je ne me rappelle plus la phrase exacte, mais il n'y a pas d'échec, il n'y a que des succès ou des apprentissages. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Alors, le motto de la Belgique, l'union fait la force, c'est quelque chose que je crois beaucoup. Je crois que on est beaucoup plus fort en équipe que en étant la somme des individus. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Sauf dans le football, pour la Belgique. Oui, c'est quoi encore le football? En fait, à chaque fois que j'ai un Belge, je sors tout le temps ce truc. Mais maintenant, on va parler un peu plus de la vie personnelle. Tu as 2 enfants? Oui. Quel âge ils ont? 17 et 18. Donc, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour réussir dans la vie? Alors franchement, c'est un moment où moi je trouve que... Enfin, je sais pas, c'est la première fois évidemment que j'ai des gosses de cet âge-là, mais je pense que j'ose plus donner de conseils en fait. Je trouve que le monde change à une vitesse tellement forte que moi, le conseil que je leur donne, c'est faites ce que vous aimez, apprenez ce que vous aimez, soyez juste conscients en fait que on ne récolte jamais que ce qu'on a semé. Donc, si vous faites pas d'efforts maintenant, eh bien, vous le payerez à un moment donné. La vie, voilà, il faut faire des efforts, il faut apprendre à l'école, il faut travailler, il faut prendre des risques de temps en temps, et voilà. Mais je trouve que c'est devenu très très difficile pour des parents de donner des conseils en disant, ben voilà, plutôt telle filière que telle filière. Tout se modifie à une vitesse tellement incroyable que je dis, voilà, moi, aujourd'hui, faites ce que vous aimez, pour que vous soyez heureux dans la vie, mais comprenez bien les impacts aussi de ce que vous faites. Parce qu'ils n'ont pas forcément à bosser comme toi tu l'as fait, faire de la plonge, etc. et tout pour payer leurs études. Non, heureusement, j'ai le moyen de leur permettre de faire ça. Mais ils bossent comme étudiants, en fait, les enfants. Ma fille, depuis qu'elle a 16 ans, elle travaille chaque année, pendant les grandes vacances, elle travaille dans un grand magasin, elle fait du babysitting, etc. Parce que je pense que c'est important d'apprendre 2 choses. La valeur de l'argent, il tombe pas du ciel, en fait, il tombe jamais du ciel. Et le sens de l'effort, en fait. Mon fils commence aussi, il travaille aussi de manière régulière. Si tu devais abandonner tout ce que tu as aujourd'hui, donc tu serais jardinier, c'est ça? Est-ce que tu partirais de Belgique ou dans un autre pays ou un endroit où il ferait plus chaud ou pas, où tu es heureux là où tu es? Moi, je suis heureux là où je suis. Et si après, il n'y a plus rien qui me retenait ici, mais plus rien, ça veut dire plus rien. Ça veut dire pas de famille, etc. Ce qui est quand même un peu triste, compliqué. J'irais probablement me rapprocher de la mer ou dans un pays où il fait... Où le climat est meilleur. Parce que plus chaud, ça peut vouloir dire beaucoup de choses à l'heure actuelle. Mais où le climat est meilleur, oui, je me rapprocherai de la mer, certainement. Oui. Dans 5 ans, où te verrais-tu dans ta carrière, dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu aimerais te dire dans 5 ans en regardant en arrière? Pour moi, ce qui est important, et c'est dans 5 ans, mais c'est la même chose maintenant, c'est de dire
j'ai réussi la grande partie de ce que je voulais faire. Alors, on n'arrive jamais à atteindre tous ces objectifs, bien entendu, parce que sinon, c'est qu'on n'est pas assez ambitieux en définissant ces objectifs. Mais c'est de dire que j'ai réussi à accomplir la grande partie de mes objectifs, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel. Voilà, donc. T'es-tu déjà arrivé de faire des compromis moraux pour réussir dans ta carrière et des choses que tu te reproches aujourd'hui ou pas? Par exemple, moi j'ai vendu, quand j'étais étudiant, je vendais du crédit revolving dans une banque. Et je peux te dire que quand tu devais vendre à des gens qui... je me dis qu'avec le recul, j'ai quand même fait... Il y a des gens qui ont pris des crédits avec des taux énormes. Toi, est-ce que tu as eu un truc où tu... Non. Non, j'ai vendu des voitures d'occasion à un moment donné, mais c'était à la criée, donc ça veut dire que c'était les gens qui... Enfin, c'était aux enchères, donc c'est les gens qui mettaient le prix. Donc toi, tu avais fait les enchères? Non, mais moi, je conduisais simplement la voiture devant les enchères. J'avais 16 ans, hein, donc on faisait un tour de 500 mètres avec une voiture, et c'était assez comique. Les premières voitures, il fallait les pousser, et puis à la fin, tu avais des Ferrari, quoi. Et donc, tu conduisais une Ferrari pendant 500 mètres. Hein. Excellent. Si tu n'avais plus de tech dans ta vie, comment elle serait? Est-ce que tu penses que tu serais plus heureux ou moins heureux? Alors, dans ma vie quotidienne, je suis un utilisateur de la tech. Par rapport à où je vis, avoir des systèmes d'arrosage automatique, ça me plaît bien. Pouvoir, j'en sais rien, assez facilement descendre les volets ou ça me plaît bien. Donc, je crois que ce serait quand même plus compliqué de revenir à un monde sans électricité. Voilà, maintenant... il y a probablement plein de choses dont on peut se passer sans beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans notre écosystème? Notre écosystème business au Luxembourg. Tech Luxembourg. L'écosystème Tech Luxembourg est un écosystème que j'aime beaucoup. Donc, j'ai eu l'occasion dans ma carrière passée de fréquenter l'écosystème RH ou l'écosystème finance, en fait. Je trouve que l'écosystème tech, il est quand même beaucoup plus sain. J'ai l'impression... En tout cas, je le vis de cette manière-là. Il n'y a pas beaucoup de concurrence entre nous. On est plutôt là pour s'aider, pour se conseiller, pour s'épauler, pour se soutenir. Voilà, il y a des gens qui perdent leur emploi. On a quand même tendance à les aider. Moi, j'essaye, quand il y a des gens qui font partie de notre écosystème, de faire ce que je peux, en fait, pour leur donner un coup de main. Donc, je trouve que c'est quand même un écosystème qui est sain. Mais il y a bien un truc que tu n'aimes pas. Il y a bien un truc. Non, je ne peux pas te dire qu'il y a vraiment un truc que j'aime pas. Je trouve même que la place, en fait, des sociétés commerciales est pas trop mal, en fait. Toi, il n'y a pas d'harcèlement, il n'y a pas... voilà, quand on se retrouve, il n'y a pas de... Non, c'est plutôt un écosystème que j'aime bien, en fait. J'ai pas trop de problèmes. Si j'ai peut-être un reproche à faire, c'est que de temps en temps, il devrait... savoir en fait ce que... garder plus des secrets, je vais le dire comme ça. Ouais, les rumeurs vont trop vite. Les rumeurs vont parfois beaucoup trop vite. Maintenant, on parle un peu de philosophie. Est-ce que... on parlait des citations... est-ce qu'il y a quelque chose où il y a un philosophe qui t'inspire, un écrivain, une personnalité, pas forcément dans la tech, qui te dit, tiens... ça, je trouve sa manière de penser, ou je trouve la manière dont il a vécu sa vie est intéressante pour moi. Est un exemple. Je suis pas un passionné de philosophie en tant que tel, mais je crois qu'il y a des bouts de philosophie dans énormément en fait de vécu, etc. J'ai pas une idole, donc il n'y a pas des posters chez moi de personnes, en fait, même pas de Zidane. Même pas de Zidane? Non, mais il n'y a pas de... Voilà, je suis pas fan de quelqu'un. Mais je pense que dans toutes les lectures, il y a des points qui te font réfléchir et qui te font avancer, en fait. Dans toutes les lectures et même dans toutes les rencontres, de manière générale, à partir du moment où tu échanges réellement avec les gens.
Quand tu étais jeune, tu étais quel genre d'élève? Parce que tu étudies toujours beaucoup tes choses quand tu es dans des tables rondes, etc. Tu veux toujours avoir les questions, en tout cas être préparé, pas forcément d'avoir les questions, mais tu aimes bien être préparé et tu aimes généralement que tout soit cadré. Est-ce que tu étais pareil à l'école? Mais alors, je veux dire, c'est pas la même chose, en fait. Parce que quand tu es dans une table ronde ou quand tu es dans un keynote, enfin n'importe quoi, en fait, quand tu prends la parole en public, il y a des gens qui se déplacent pour t'écouter, en fait. Et donc, je crois que c'est important de soigner, en fait, ce que tu as à leur dire, d'avoir réfléchi et de pas être là en train d'improviser ou de raconter n'importe quoi. Et on en assiste parfois où c'est un peu triste. À la fin, tu te dis, voilà, alors peut-être que parfois je dis des conneries, hein, mais voilà, c'est des conneries préparées. T'as pas fait exprès d'être nul. Mais voilà, je réfléchis au sujet et j'essaie d'amener en fait un éclairage qui est le mien en fait au débat. L'école, c'est différent. L'école, c'est pour toi, ce qui veut dire que tu n'impactes que toi en réalité à l'école. J'étais pas un élève très studieux. J'étais plutôt les blocus de fou, en fait, où tu dors 2 heures par nuit pendant 3 ou 4 semaines pour récupérer tout ce que tu n'as pas fait pendant l'année. Je me suis énormément investi dans le monde étudiant. Ça veut dire, je résume, tu faisais beaucoup de fêtes. Mais j'ai fait les deux, en fait. Donc j'ai fait énormément de fêtes, mais j'ai été aussi président de la délégation de ma haute école. J'étais dans le PO de mon école. Enfin, je me suis investi des deux côtés, en fait. Vraiment du côté plus académique, pour comprendre, en fait. Parce que ça me passionne aussi, en fait, le fonctionnement de l'éducation. L'éducation est quand même un domaine hyper important de notre société. Et il n'y a pas grand monde qui comprend, en fait, réellement comment ça fonctionne, les influences, comment les choses se mettent en place. Et par contre, dans des pays outre-Atlantiques, pour l'instant, il y en a qui sont en train de le détruire. Donc voilà. Mais effectivement, je suis aussi beaucoup sorti et j'ai vraiment bien profité aussi de cette période-là de ma vie. Alors, il y a deux choses qui te caractérisent. Et beaucoup sortir en Belgique, c'est quelque chose. Ah bah oui, parce que vous êtes des pros en la matière. Et je sais qu'il y a un concours de bière, ou je sais pas comment ça s'appelle chez vous. Je sais pas non plus. Si, c'est un concours, je crois, c'est le bleu. Ah non, je sais pas, comment on appelle ça? Le roi des bleus. Le roi des bleus, ouais, voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et après, c'est celui qui a... C'est quoi, en fait? C'est quoi l'histoire? C'est celui qui a... Bon, il y a des règles qui sont un peu différentes, mais en gros, c'est celui qui boit le plus vite. Ok. Et t'as déjà gagné? Non. Ah, tu vois, ok. C'est la qualité, pas la quantité. J'étais persuadé que tu aurais pu... Il y a deux choses qui te caractérisent assez, en tout cas dans l'écosystème. C'est la partie sustainability green, dont on a un peu parlé déjà un peu, et tu as la partie aussi où je t'ai posé un peu la question au nombre de femmes qu'il y avait dans ton équipe. Cette cause te touche beaucoup d'avoir beaucoup plus de femmes dans la tech. Comment toi tu vois ça? Alors j'ai commencé par la partie ce que tu appelles femme. En fait, je pense que le combat n'est pas un combat homme-femme. Le combat, c'est comment est-ce qu'on construit des équipes diverses, en fait, diversifiées, voilà, pardon. Comment est-ce qu'on construit des équipes diversifiées? Alors évidemment, il y a la répartition de femmes, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a la partie, c'est vraiment les courants de pensée. Et je pense qu'il faut des introvertis, il faut des extravertis, je pense qu'il faut des intuitifs, il faut des construits, il faut des gens qui... Et si on veut avoir des équipes qui sont à la fois résilientes et qui sont plus performantes, en fait, que la moyenne, il faut être capable de construire et de composer, et c'est pas facile, avec des personnalités diverses, parce que forcément les gens qui se ressemblent arrivent plus ou moins à s'assembler mais quand on construit des diverses, il y a beaucoup plus de conflits. Il faut passer du temps en fait à méta-communiquer, hein, donc à communiquer sur la communication, pour que les gens comprennent en fait que quand un extraverti dit quelque chose, la puissance du mot n'est pas du tout la même que quand un introverti dit le même mot en fait. Donc il faut avoir cette compréhension-là du monde. Donc là, je suis intimement persuadé que la diversité dans la constitution des équipes permet d'avoir des équipes plus performantes que la moyenne. Donc ça, c'est la responsabilité de chaque manager. Et c'est pas une diversité au niveau gender. C'est pas que au niveau gender, mais c'est aussi au niveau gender. Évidemment, c'est le point le plus visible
C'est les points que tu sais compter, voilà, etc. Je pense pas qu'il y ait une seule société, je disais introverti, extraverti, je pense pas qu'il y ait une seule société qui ait des statistiques là-dessus. Mais toi, tu le sais, moi, dans mon management, j'ai des managers qui sont introvertis et il faut veiller à leur donner la parole. J'ai des managers qui sont extravertis et il faut de temps en temps arriver à les calmer pour qu'ils laissent parler les autres. Et tout ça doit se faire dans le respect et dans une organisation qui fonctionne bien. La partie sustainability, c'est pour moi quelque chose de totalement différent. Le monde de demain n'existera que si on devient durable. Et ça me fait peur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce qu'on est en train de reculer dans ce domaine-là. Alors, on recule dans le monde occidental. Hein. Je pense qu'il y a des pays où la sustainability, en tout cas l'écologie, n'est plus un sujet de questionnement, en fait. Hein. Donc, si on va en Asie, si on va en Afrique, eux, ils sont bien conscients. Ils le vivent, en fait. Donc, ils veulent que les choses changent et ils sont désespérés, tout autant que nous, de voir que globalement ça ne change pas assez vite et qu'on n'y met pas les efforts et que maintenant ça diminue dans l'ordre des priorités politiques. C'est l'effet Trump ? C'est l'effet Trump, c'est l'effet Poutine, c'est le fait que on est tous confrontés à des choses qui nous paraissent plus urgentes que ça. Voilà, il y a des choses plus graves que de s'occuper de la planète. Mais voilà, sauf qu'à un moment donné, on est déjà rattrapé, en fait. Hein, donc, mais pour l'instant, nous, on a encore un peu la chance de ne pas l'être de trop et puis d'avoir de l'ERCO. Voilà, donc de dire, OK, c'est pas trop grave. Il y a quand même eu des inondations à Luxembourg il y a 2 ans, si je me rappelle bien. Voilà, on a quand même des phénomènes en fait qui nous frappent en fait de plus en plus fort. On a des avertissements qui sont envoyés tout le temps en fait, et on n'est pas capable de les mettre au bon niveau de priorité par rapport aux préoccupations jour le jour. Donc, l'écologie pour moi c'est malheureusement pas un choix, ça devrait être une obligation et une priorité presque absolue en fait. Ouais, ce qui se passe actuellement, c'est quand même assez étonnant. On a l'impression que les gens aujourd'hui commencent les politiques s'en fichent, s'en fichent, n'ont plus mis ça à leur agenda. Pour revenir... Je nuance un peu, parce que je pense que déjà on est biaisé par le fait qu'on a une vision très occidentale du monde. Je pense pas que le reste du monde est dans le même film. Oui. Et même au niveau occidental, ça passe en priorité 2, en priorité 3, c'est pas supprimer des agendas. Donc, il reste en fait des vrais sujets. Alors, on dit on va peut-être reporter le net zéro de 5 ans, mais c'est pas on annule en fait. Hein, donc, en tout cas en Europe. Donc voilà. Qu'est-ce que tu dirais à Laurent, adolescent, comme conseil ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Moi, tu sais, c'est une vraie caractéristique en fait. Je vis pas fort dans le passé en fait. Pour moi, c'est le futur qui m'intéresse, c'est le présent, c'est le futur. Je sais quand je fais le bilan de temps en temps, voilà, que j'ai vraiment bien profité de presque chaque période de ma vie en fait. J'ai beaucoup aimé ma vie d'étudiant, j'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé à travailler, j'ai beaucoup aimé quand mes enfants sont nés. Enfin, j'ai beaucoup aimé en fait chaque période. Donc la seule chose que je lui dirais, parce que je crois que j'ai mis un certain temps en fait à acquérir ça, c'est aie confiance en toi. Parce que je pense que c'est probablement ce qui m'a plus freiné en fait au début, c'est le fait de dire oui, il faut y arriver, mais probablement pas assez confiance en fait en ce qu'on peut faire. On est tous capables de faire énormément de choses. Même toi. Même moi. Que dirais de son entourage si tu n'étais pas dans cette pièce ? Professionnel ? Les deux. Professionnel et personnel. C'est intéressant de savoir... Est-ce qu'il dirait des choses différentes ou pas ? Ah oui, je pense que tu vois, une famille est beaucoup plus exigeante en fait par rapport à toi, et c'est bien en fait, ça nous fait avancer. Donc moi, je suis certain que si c'était familial, il me dirait faut que tu sois plus à la maison et que voilà, tu passes plus de temps avec nous, et voilà, on a tous fait un certain nombre de choix qui nous ont parfois trop éloignés de ça. Donc voilà.
Au niveau professionnel, moi, je pense que ce qu'on dit de moi, c'est, j'espère qu'on reconnaît en fait les caractéristiques que je te donnais un peu au début. C'est il sait prendre des décisions. J'entends quand même régulièrement ça comme feedback indirect. Laurent, c'est quelqu'un qu'on aime bien avoir dans une réunion parce qu'au moins c'est tranché. Et il est capable de construire une vision et de nous y emmener. Donc j'espère que c'est ça qu'on dirait. Mais il faut leur demander. Écoute, si tu savais ce qu'il disait de toi, tu serais pas aussi souriant. Dernière question. Donc avant de nous quitter, qui aimerais-tu avoir sur cette place après toi? Qui aimerais-tu que j'invite? Bon, écoute, pour aller dans des questions un peu plus pushy comme celle-là, une personne que je verrais bien, c'est Robert Scharf, l'ancien CEO de la Bourse, hein, qui travaille dans un cabinet de recrutement maintenant, parce que je crois que c'est quelqu'un qui est assez visionnaire, qui a un avis assez poussé sur un certain nombre de sujets, assez instruit, enfin éduqué sur un certain nombre de sujets, et qui a une personnalité qui mérite de creuser derrière la façade. Robert, si tu nous entends, l'invitation est lancée. En tout cas, merci beaucoup Laurent, ce fut un réel plaisir. J'ai appris, malgré le fait que je te connaisse, pas mal de choses encore. Et merci d'être là. Merci de m'avoir invité. C'était un échange très agréable. Et je ne regrette pas d'avoir joué mon joker sur la phrase « Comment ça va ?» J'ai été trop gentil, tu trouves pas? Non, Kamel. Il n'y a pas une question que j'aurais pu poser qui t'aurait... Je crois pas. Mais il suffit que je te dise ça pour que tu la trouves. Que je la pose. Voilà, parce que c'est pas fini, on continue d'enregistrer. Non, merci beaucoup Laurent, à bientôt. Merci. Merci Kamel.